Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Christian Godbout, un ex-policier. Il vient nous parler de rétablissement d'un trouble de stress post-traumatique dont il a été victime. C'est très, très intéressant. On aura Christian avec nous une bonne partie de l'émission. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. Êtes-vous influençable? Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Christian Godbout. Bonjour, M. Godbout, bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Bien, ça nous fait plaisir. On va parler d'un sujet qui est pas si connu puis qui est très important, qui touche beaucoup de monde. J'aimerais ça d'abord que vous nous parliez un peu de votre parcours pour qu'on comprenne. Ça va mettre la table, en fait, sur le sujet dont on va parler. Oui, certainement. Vous avez raison quand vous dites que c'est méconnu. Le monde policier au Québec, c'est très méconnu. Pourquoi ils font ça de telle façon? Pourquoi ils agissent de telle façon? Pourquoi ils pensent de telle façon? On travaille avec diverses lois, diverses normes, diverses éthiques. C'est vraiment, là, c'est... Vous avez été policier 22 ans. 22 ans. C'est ça. Puis, il y a eu quand même dans ce parcours-là, certaines problématiques rencontrées, ce qui vous amène à notre micro, parce que dans le fond, on parle de problématiques de santé mentale sur toutes ces facettes. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre carrière? Tout allait relativement bien. 22 ans, c'est quand même une assez longue carrière comme policier. Oui, quand même, une assez longue carrière. Si je reviens un petit peu à la base, là, moi, je suis un gars, j'ai grandi d'un cadet de l'armée, là, de 12 à 17 ans. C'est là que j'ai forgé mes valeurs. C'est là qu'on se cherche. C'est là que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, qui ne peut pas laisser autrui souffrir ou qui ne peut pas ne pas aider quelqu'un. Ouais. Donc, l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, l'esprit de corps, le travail ensemble, la mission, surtout s'axer sur la mission. Ouais. Très, très jeune, ça, je l'ai compris. Par la suite, j'ai fait mes premiers pas dans l'armée de réserve, chose que j'ai fait en même temps que la police aussi. En même temps que la formation comme policier, vous dites, en même temps que la formation et ma carrière comme policier à Montréal. OK. Donc, en parallèle, vous gardiez le côté militaire, si on veut, ou armé. Oui, ben je vous dirais que j'étais à moitié bleu, à moitié vert. Oui, c'est ça. C'est exactement. Donc... Parce que ça, à quelque part, ça vous même le métier de policier, il y a ça aussi, il y a ce côté-là dont vous parliez, là, un peu l'esprit d'équipe, l'esprit d'aider les gens, d'être entier, finalement, dans son intervention, tu vois. Exactement. Les deux me rejoignaient, mais j'étais incapable de laisser tomber un des deux. Okay. Donc, commence ma carrière, ça va roulement bien. À Montréal, c'est ça? À Montréal. Ouais. Une des premières fois que j'ai mis les pieds à Montréal, c'était pour travailler comme policier. Je débarque. Oui, parce que vous venez d'une région à l'extérieur de Montréal? Ou? Je viens d'un petit village dans le nord de l'Abitibi. OK. Pas loin d'une petite ville à l'époque, 4000 habitants. Donc là, on arrive dans la métropole, puis avec tout ce que ça implique. Là, la marche est haute. Oui, effectivement. La marche est haute, mais comme je vous disais, avec les valeurs que j'ai prises avec l'armée puis avec le défi, je carburais au défi. Ouais. Donc, je suis arrivé à Montréal... Amenez-en, donnez-moi très des motivé. choses à apprendre, motivé. Vous allez voir, je vais vous montrer, je suis bon, j'ai fait telle affaire, je vais être one of the boys, je vais être un des gars. Ouais. Donc, ma carrière se passe comme ça, de poste en poste. Là, parfois, on change de poste pour des raisons personnelles, pour des raisons opérationnelles. Ouais. Puis... C'est une évolution un peu normale. Là. Je pense que tous les policiers passent pas mal par là. Il y a une évolution. Des fois, on a une opportunité où, justement, dans un poste où il y a un besoin, puis bon, ça nous va. J'imagine on y va. Oui. Jusqu'au jour où j'ai assez d'expérience pour accéder à un poste que je rêvais, Hochelaga-Maisonneuve. OK. Hochelaga-Maisonneuve, quartier assez pauvre, quartier d'ouvriers, atteint par la gentrification. Donc...
beaucoup de vieux blocs qui sont pris par des gens un peu richissimes qui les transforment en condos. Ouais. Ça fait des petites guéguerres. Il reste qu'il y a beaucoup de drogue, de prostitution, de... Hochelaga, c'est un quartier, c'est ça, qui peut être de tous les... Qui représente beaucoup de gens, en fait, toutes sortes de types de personnes. Hein? Oui, puis beaucoup de types de personnes, des gens très bien dans Hochelaga. J'ai connu des gens là, que je fréquenterais là, à l'année longue, comme j'ai connu des gens que sont là depuis longtemps, puis juste les croiser sur la rue, c'est déjà un défi. Ah, ouais. Donc, comme policier, il y avait des défis, c'est peut-être ça qui vous attirait. Dans le fond, on va aller à quelque part où il y a des défis, parce que à quelque part, c'est motivant, les défis. On veut aider, on veut peut-être régler certains problèmes ou aider à régler. Ben exactement. Ouais. Donc, je commence mon travail dans Hochelaga, ça va super bien, j'aime ça, j'aime la criminalité qu'il y a là, j'aime aider ceux que je peux aider du moment que je le peux. En fait, c'est le travail de tout policier à Montréal. Il n'y a pas un policier que vous pourriez parler qui ne dirait pas « Moi, mon but, c'est d'aider et d'empêcher la criminalité. » C'est les buts de base. C'est ça. Je pense qu'on a tout un peu cette fibre-là. On veut faire respecter la loi, puis on veut le faire de la meilleure façon possible. Puis moi, quand je le fais, puis je reviens chez nous à la maison, le sentiment du devoir accompli là, me donne une belle petite tape dans le dos. Ouais. Jusqu'au 15 novembre 2012. 15 novembre 2012, travail de nuit, vers 1h30 du matin environ. Un de mes collègues qui patrouille tout seul dans le secteur parce que son partenaire n'est pas là, appelle pour dire qu'il y a de la fumée qui se dégage d'un immeuble. Hochelaga, très vieux secteur, très vieille construction, très vieux bois, très très sec. Ouais. Le feu se propage assez vite, mais là, c'est de la boucane qui se dégage. Fait qu'on se rend sur les lieux. Un coup rendu sur les lieux, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui sont pris à l'intérieur, ils sont dans les fenêtres. À ce moment-là, moi, c'est le système automatique qui embarque. Ça, ils nous enseignent ça, l'alcool de police, puis ils nous le répètent souvent. Je fige complètement. Mm-hmm. Je n'ai jamais fait face à ça. Puis les gens qui sont là, ils crient pas au bon Dieu, viens me chercher, s'il te plaît, sauvez-moi, mon Dieu. Ils crient, hey, toi, moi, personnellement, viens nous chercher, on va mourir ici, viens nous chercher. Mm-hmm. Là, le militaire en moi se sent investi d'une mission. J'ai une mission. Fait que je pars. Là, je suis dans je fonce. Ça, c'est le deuxième F. Figer, foncer. Mm-hmm. Je fonce vers la porte d'en bas. C'est une porte vitrée. Mais là, j'ai comme J'arrête, puis je vois le feu l'autre bord. C'est pas le feu que je m'attendais. Il est très lent. Il est presque pas apparent. Il attend un peu. Puis à un moment donné, un de mes collègues, je le nommerai pas, mais il m'a sans doute sauvé la vie, il se met à me crier après, mais comme du poisson pourri. « Christian, touche pas à ça, cette poignée-là, tu vas sauter, mon... Mm-hmm. Là, je répéterai pas les mots qu'il a dit parce que... Mais il voulait vous empêcher de faire ça. Lui, il voulait me ramener à moi. Ouais, c'est ça. Il voulait me ramener à moi. Il voulait empêcher que... Qu'il arrive un gros accident. Qu'il arrive de quoi. Puis en faisant ça, je reviens, je reprends mes esprits. Première chose que je vois, Backdraft. OK. Le film. OK. Là, j'ai fait, si j'ouvre la porte, je suis mort. Parce que là, il va y avoir du feu qui va ça prend de l'air pour répandre le feu, c'est ça? Ça prend de l'air, puis avec de l'air, le feu... C'est ça, ça peut décupler l'importance. Hein. Exactement. Donc, je retourne d'où est-ce que j'étais pour voir comment allaient les personnes qui cherchaient de l'aide pour me rendre compte que c'était terminé. OK. C'était... Puis en même temps, vous devez être sécure avec vous-même aussi. On veut aider les gens, mais j'imagine comme policier ou comme militaire, ou comme on intervient, mais il faut d'abord être sûr qu'on va aussi être en sécurité d'une certaine façon. Hein? Oui, c'est ça, mais ce côté-là, c'est ça qui a été difficile pour moi. Parce que c'était pas instinctif dans votre cas. Votre instinct vous disait « faut que j'aille sauver les gens » peut-être. Hein? Exactement. Puis ce que j'ai vu en retournant, après ne pas avoir ouvert la porte, c'était
j'en parlerai pas, c'était horrible. C'était carrément, personne ne devrait avoir ça. Ouais. Mais on était à peu près 8 policiers sur la scène. Les 8 n'ont pas vécu l'événement de la même façon. Moi, avec mes valeurs qui viennent de l'enfance, avec mes valeurs militaires, je me sentais investi d'une mission, puis mes défis, puis je ne pouvais pas ne pas réussir. Fait que là, je retombe dans un état un peu second, puis je vous mens pas, j'avais l'impression de me voir au-dessus de moi-même. Je flottais au-dessus de moi-même. Complètement incapable de répondre aux gens sur la rue. Il y avait du monde partout. Je trouve plus ma mère, je ne sais pas, c'est dans le bloc. Je suis pas capable d'y parler. Là-bas. Le monde venait me voir, j'essayais de les éviter. J'étais dans un état second. Ouais. Pour finalement me rendre compte, à un certain moment donné, que 15 novembre 2012 faisait extrêmement froid. J'étais complètement gelé. Quand mon sergent est arrivé, parce que lui, il faisait le tour des gars pour donner une pause pour aller se réchauffer au poste pendant 15 minutes, il arrive à moi et dit « Chris, t'as les lèvres bleues. » Wow. Hey, je dis hey, en plus... Vous n'étiez pas rendu compte que c'est ça, sur l'adrénaline ou sur le moment, là? C'est l'adrénaline. Ouais. Je dis, je me sens plus les orteils. Wow. Il dit, regarde, on va aller se réchauffer un peu. Puis, en rentrant dans le poste, en ouvrant la porte, entrée des policiers seulement, j'ouvre la porte, je vois les radios de police, je vois l'affiche Police de Montréal, les genoux me coupent, je tombe à terre, je pleure comme une madeleine. À ce moment-là, je me souviens m'être dit « Ah non, qu'est-ce qui se passe? » Je l'ai su à ce moment-là que ma vie ne serait plus jamais la même. OK. J'ai essayé de retourner travailler le lendemain, ça a fait la même chose. Pas capable de rentrer dans le poste. Je m'effoire, je braille, je pleure, je fais tous les temps. Mon superviseur, adorable, il dit « Christian, tu prends pas ton char, je m'en vais te mener chez vous, tu vas passer une bonne nuit de repos. Demain, j'arrive avec des muffins puis du café, on s'assit, toi, ta femme puis moi, puis on va jaser. » C'est ce qu'il a fait. Puis par après, ben là, ça a été, je vous dirais, 11 ans de rémission. 11 ans. Parce que... Vous étiez resté policier tout de suite après ou ça a été impossible de continuer le travail? J'ai fait 10 ans par la suite. OK, par la suite, c'est ça. Parce que je voulais pas partir. Là, je suis parti en arrêt de travail. Oui. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, je suis parti en arrêt de travail. Je suis revenu. Le premier arrêt de travail, là, c'est comme la première fois qu'on prend des médicaments, c'est une baguette magique. Ben je vais revenir, je me suis reposé, tout est beau. Oh! La carapace, c'est un petit peu moins épaisse. Ouais. Finalement, il y a des choses que, pas si facile. Fais un petit peu de travail, les symptômes dépressifs reviennent, un autre arrêt de travail. Puis moi, dans mon cas, ce qui s'en est suivi quand j'en ai eu assez, que les médicaments ne fonctionnent pas, puis que rien fonctionne pour m'enlever les cauchemars, les flashbacks. Je me réveillais en criant la nuit. J'avais découvert l'alcool. Christian Godbout, pouvez-vous rester avec nous? Je trouve ça super intéressant. J'aimerais ça faire un deuxième segment plus tard dans l'émission. Puis je pense qu'on a mis la table, on a vu ce que c'était, mais je veux donner espoir aux gens. Je veux que votre histoire donne espoir. Fait qu'on pourrait continuer ça si vous voulez rester avec nous. Ben, ça va me faire plaisir. Ben, parfait. Merci. À tout à l'heure. Voulez-vous savoir ce qu'on a l'air puis ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, tu nous poses une question. Êtes-vous influençable? Oui, en fait, c'est le titre d'un article que j'ai trouvé, comme à mon habitude, sur Internet, sur le web. Belle invention qu'on n'avait pas quand même il y a 30 ans avant. C'est vrai. Qu'on sait que l'émission existe depuis 30 ans. Là, on pourrait plus vivre sans ça aujourd'hui. Là. Non, c'est sûr. Ouais. Alors, c'est ça, l'article que j'ai trouvé sur Internet s'appelle comme ça, « Être influençable ». En fait, êtes-vous influençable? Alors, j'ai trouvé ça sur le site passeportsanté.net. C'est écrit par une dame du nom de Agnès Bouraya. Elle est journaliste scientifique.
Alors, cette Madame Bouraya nous dit « Un être influençable est bien souvent perçu comme quelqu'un de docile, flexible, malléable, voire même manipulable. Ce qui fait peur dans le fait d'être influencé, c'est surtout de perdre sa liberté et de se sentir manipulé. » Finalement, il peut aussi s'avérer positif d'être influencé, car, comme l'estime le philosophe français Thibaut de Saint-Maurice, nous avons besoin des autres pour devenir ce que nous sommes. D'ailleurs, le mot à la mode ces années-ci, c'est les fameux influenceurs, là, Oui, supposément qui influencent. J'aime pas tellement ce mot-là. Des fois, il y a des nouveaux mots qui arrivent que je trouve intéressants. Ça a comme été un peu déformé de ça, parce qu'il peut y avoir quelque chose de positif, mais tu as toujours l'impression que c'est quelqu'un qui va comme, ça devient comme un gourou. Oui, j'aime pas tellement ça. Ou des fois, on entend le mot un nouveau joueur. Tu sais, en tout cas... Ben, c'est le langage qui évolue. Ça évolue du bon côté comme du mauvais, je pense. Ouais. Alors, Mme Bouraya continue en nous disant « Une personne influençable peut se laisser gouverner dans ses dispositions psychiques, ses opinions morales, intellectuelles, voire ses modes d'expression. » Et ainsi, Roger Vaillant, qui est auteur français, avait écrit ces lignes « Elle s'est révélée influençable, tout à fait femme, auquel le mâle impose sa volonté. » Ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne seraient pas d'accord avec ça. Alors, elle nous dit, on peut en effet souffrir d'avoir un caractère trop doux, d'être toujours d'accord avec tout le monde, de se taire même si quelque chose nous déplaît. Mais comment changer? Sur le site Internet de l'étudiant Trendy, ça s'appelle ainsi, on nous dit, s'il vous arrive de vous laisser influencer par autrui, essayez de déterminer ce qui vous a encouragé à céder. Peut-être une relation vous met-elle dans une situation d'infériorité. Commencez donc par identifier les différentes situations dans lesquelles vous êtes particulièrement sous influence. Ce sera déjà un premier pas pour vous en libérer. Et pour cela, il est notamment essentiel de savoir dire non dès lors qu'une situation vous déplaît. Dans la vie, nous dit Mme Bouraya, il apparaît essentiel d'apprendre à penser par soi-même. Chacun trouvera, se forgera ainsi sa propre vérité. Et c'est d'ailleurs l'idée au cœur de la philosophie de Descartes. Il avait dit « Je pense, donc je suis ». L'expression sous-entend qu'un sujet est libre lorsqu'il pense par lui-même et fait ses propres choix, ne se recevant que de lui-même. C'est encore très vrai aujourd'hui, je pense. Oui, un philosophe bien connu, oui. Rempli de vérité. Oui. D'ailleurs, un siècle plus tard, contre la superstition et le fanatisme religieux, l'ensemble de la philosophie des Lumières, un courant de pensée européen de Jean-Jacques Rousseau en France jusqu'à Emmanuel Kant en Allemagne, étudie cette liberté de penser en idéal. Le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice précisait sur France Inter qu'une telle aspiration visant à s'émanciper, se libérer de toutes ses tutelles en osant se servir de sa propre raison pour penser par soi-même. Une volonté semblable, celle d'avoir pour seul guide la liberté, s'exprime également chez la romancière turque Asli Erdogan. Pour elle, le pouvoir de la littérature constitue un ultime rempart face aux tyrannies. L'écrivaine affirme, et je cite, « Je pense mon écriture ainsi, j'envoie juste quelques mots et parfois souvent un boulet de canon surgit en retour pour m'écraser. Pourquoi une réaction aussi violente? Sûrement à cause de mon incapacité à m'identifier à qui que ce soit et au pouvoir, quel qu'il soit. » Fin de la citation. La liberté naît de sa plume. Elle ne se laisse nullement influencer par le pouvoir en place, soit le vainqueur. Elle ne veut être complice ni de l'assassinat des hommes, ni de celui des mots. Pour chacun d'entre nous, la lecture est évidemment un excellent moyen de forger sa propre pensée libre et éclairée. C'est donc en choisissant un bon livre et en stoppant le flot d'images continues qui nous est fourni par la télévision et par Internet que nous parvenons à exercer notre sens critique. La lecture, nous dit Mme Bouraya, les mots offrent le temps et la réflexion nécessaires pour se forger ses propres opinions, quel que soit le sujet. Il existe diverses situations où l'influence d'un autre, un personnage illustre notamment, peut jouer un rôle positif.
Prenons le cas de Magic Johnson, célèbre joueur de basket américain, bien connu dans les années 80 et 90. Lorsqu'il annonce publiquement en 1991 sa séropositivité pour le VIH, les divers standards électroniques et téléphoniques d'écoute et d'aide aux patients atteints du sida passent de 7000 appels à 1,5 million d'appels. On voit donc que l'influence du joueur a été grandement positive. Les patients, désormais, acceptaient de se dévoiler et donc de pouvoir recevoir une aide. Oui, c'était quelqu'un de très connu. Des fois, ça prend ça pour justement faire, effectivement, les gens pour faire changer les choses. Plus à l'aise. Exactement, oui. Par ailleurs, nous dit Mme Bouraya, tout artiste a généralement aussi l'habitude de déclarer ses influences, qu'elles soient musicales, artistiques ou littéraires. Lorsqu'un journaliste interview, par exemple, un écrivain, un peintre ou un chanteur, il est très fréquent qu'il lui pose la question des influences qu'il a reçues. Et celles-ci sont perçues comme positives, participant à la construction de leur art, qui repose donc aussi sur l'expérience et le talent des plus anciens. Alors, Yvan, je vais m'arrêter ici et on va poursuivre tantôt sur la suite de cet article. Oui, le même sujet, l'Espresso allongé, plus tard à l'émission. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, Christian Godbout, notre invité, poursuit sur son rétablissement d'un trouble de stress post-traumatique. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec sa question « Êtes-vous influençable? » Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous écoutez Folie Douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. De retour au micro avec notre invité, Christian Godbout. Bonjour encore une fois et bien merci d'être resté à l'émission avec nous. Ça me fait plaisir. On a entendu une histoire assez quand même percutante, votre histoire en fait. On vous parlait de ça dans la première partie avec justement, vous avez comme rencontré finalement un choc post-traumatique, c'est un peu ça, tu sais. C'est ça que vous expliquiez avec la situation d'urgence à laquelle vous avez fait face. Ensuite, vous avez, comme on disait avant de terminer le premier segment, vous avez continué quand même à rester policier malgré du repos, malgré une certaine pause. Là, vous avez eu un congé de certains temps, mais vous avez pu continuer. Mais comment c'était continuer à être policier? Est-ce que c'était difficile? Parce qu'en ayant peut-être toujours un peu ce choc-là qui était présent chez vous. En fait, oui, ça a été difficile. Je vous dirais le plus difficile, ça a été la première fois quand je suis revenu au même poste dans Hochelaga. Ouais. Puis que je me suis rendu compte que la carapace est un petit peu moins épaisse. Là, là, il y a des appels que je faisais, puis que Colin, j'y repensais le soir dans mon lit. Puis j'en rêvais la nuit. J'étais là... Non, ça m'est jamais arrivé depuis que je suis policier, ça, là. Comment ça m'atteint moi, ouais. Là. Des nouveaux appels, là, genre des appels qui pouvaient être un peu difficiles, puis ça vous restait un peu, vous étiez un peu... vous restiez avec ça après avoir fini le quart de travail, dans le fond. Exactement. Donc, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé, là, au-dessus d'1 an, puis un moment donné, évidemment, dans cette année-là, j'ai réussi, coûte que coûte, à avoir l'aide d'un psychiatre. Parce que le SPVM, il faut savoir qu'ils ont leur propre psychologue qui travaille pour eux. Donc, on a accès à des psychologues du SPVM à raison d'une rencontre par semaine d'1 heure. Mm-hmm. Moi, dans mon cas, j'aurais pris à peu près 8 rencontres par semaine de 26 heures. C'était pas suffisant, là, c'est ça. Quand on parle de psychique, c'est ça, 1 heure, on n'a pas le temps, on a à peine le temps on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans la matière, là, c'est ça. Puis avec un post-traumatique,
ça prend un psychiatre Ouais. qui va aller jauger parce que j'avais besoin de médication. Mhm. Mais des psychiatres, ça, il n'y en a pas qui travaillent pour les SPVM. Faut les trouver. Faut aller à l'hôpital. Faut aller dans une clinique. À l'hôpital, ils vont me dire, ben ils sont tous en psychiatrie, il faut que vous fassiez interner. Ouais, mais voici mon histoire. Ah, ben vous pouvez pas être interné, vous n'êtes pas internable. Ouais, mais je fais comment pour voir un psychiatre? Mhm. Là, c'était... Finalement, je finis par trouver un psychiatre, un excellent psychiatre. Il regarde la liste des médicaments qu'on a fait parce que pour la santé mentale, la médication, c'est du essai-erreur. Mhm. C'est que du essai-erreur. Ouais. Depuis longtemps, c'est comme ça. Hein. Depuis très longtemps. Donc, puis l'erreur, il fait mal. Beaucoup d'effets secondaires. Les effets secondaires, le matin, je vais-tu finir par m'en sortir? Je vais-tu finir par aller bien? Mhm. Puis là, le médecin qui dit, bon, ben là, on va en essayer un autre. Un autre qui ne marchera pas. Fait que, mais finalement, ça n'a pas été long. On a trouvé exactement ce qu'il fallait. Mhm. Oups! OK, là, une petite lueur d'espoir. OK, avec un petit peu de repos, retourne au travail. Mais là, je me dis, je suis peut-être plus fait pour Hochelaga. Là. C'est peut-être trop rough. Là. Je suis allé travailler dans un secteur beaucoup plus tranquille, toujours à Montréal. Mais même dans un secteur tranquille, un enfant qui fugue, un accident avec quelqu'un de blessé. Je me souviens, il y a des fois qu'il fallait que je me revire de bord là, par rapport à la scène, là, parce que j'avais le moton dans la gorge. Là. Puis c'était pas le même genre de scène que vous aviez vécu qui a causé un peu tout ça. C'était toutes sortes de scènes qui étaient un peu difficiles, là, humainement, qui vous touchaient. Là. C'était comme si ça arrivait à des gens que je connaissais. Ouais. C'était... C'est comme si que ça avait ouvert une sensibilité beaucoup plus grande que ce qu'elle aurait dû être. Une très grande sensibilité. Je m'en suis mis à adorer aider les gens, puis détester me battre, arrêter du monde violent. J'en voulais à ceux qui étaient agressifs. Je voulais pas avoir affaire à eux, mais je faisais ma job quand même. Mais pas le choix, là, c'est ça. Vous avez rencontré toutes sortes de gens comme policiers. Donc, même dans ce poste-là qui était plus tranquille, rechute encore de dépression. Cette fois-là, je pars moins longtemps. Je reviens. Je retourne dans un poste que j'avais déjà été, qui était aussi tranquille, moyen, je me sentais un peu dans mes pantoufles. Je me suis dit, bon, ici, ça va aller. J'ai réussi à faire un peu de temps. Mais là, OK, ça va, mais il manque de quoi? J'ai plus d'énergie. Le moi que je parlais au début avec les défis, puis amenez-en, puis le petit gars de la campagne, il s'en vient en ville, puis il va vous montrer comment ça marche. Puis avec toute l'expérience militaire, tout ça, vous aviez ça en vous aussi, fait que c'est ça. Mais là, ce Christian-là, je le reconnaissais plus. Je reconnaissais un Christian sensible, humain, qui était plus empathique, mais qui était sympathique. Puis c'est là le danger dans la police, quand on devient sympathique à une cause. C'est qu'on la prend, puis on la partage. Puis on la prend plus personnellement, ce qui est trop lourd, là, parce que vous en voyez. C'est rare que quelqu'un vient vous voir, puis tout va bien, il vous serre la main, puis il ne veut pas vous rencontrer des problèmes. Fait que si vous le prenez trop personnellement, j'imagine que c'est pas vivable. Là. Non. Quand on fait ça, en fait, l'aiguille de l'horloge vient de partir. Après un tour, c'est fini. Là. On ne peut pas se permettre de prendre sur nous. C'est un peu l'image de la carapace. La carapace qu'un policier va dire qu'il met quand il part travailler, c'est pas pour dire qu'il est un super-héros et qu'il se fout de tout le monde. C'est qu'il faut qu'il protège sa santé mentale. C'est ça, exactement. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ces années-là, parce que vous en avez parlé, c'est public, tout ça, mais que vous aviez de la consommation, puis vous essayez probablement de trouver des moyens de vous
calmer. Est-ce que c'était déjà là? Est-ce que c'était déjà présent, ces problèmes de consommation? La consommation était présente, mais pas au cas de dire un problème. OK. C'était très normal, là. Donc, c'était relativement contrôlé. Là. Relativement, là. Mais à un moment donné, est-ce que vous avez démissionné de la police ou qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on veut donner aussi de l'espoir. Là. Il nous reste quand même quelques minutes, mais tu sais, vous avez des conférences, vous voulez en parler justement, vous en parlez maintenant à l'émission, vous avez plusieurs tribunes. Mais comment ça s'est passé, disons? Vous avez quitté la police? Ou? Au fil de la consommation que j'ai eue, j'étais ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. Je buvais quand je savais que c'était le temps, je buvais pas quand je savais que c'était pas le temps. J'ai fait plusieurs thérapies. J'en ai fait 7 dans des centres de thérapie pour les répondants d'urgence. Puis ces centres de thérapie-là m'ont énormément aidé. Puis la dernière thérapie complète que j'ai faite, j'ai rencontré quelqu'un de la police de Montréal. Puis je raconte mon histoire, puis je dis, qu'est-ce qu'ils attendent pour me retraiter? Hey, ça fait 11 ans que je souffre. En fait, ça faisait 10 ans que je souffrais. Puis là, cette personne-là de la police de Montréal me dit, ouais, mais c'est parce que tu sais pas comment ça marche. Il faut que ce soit toi qui fasses la demande. Oh, ben mon Dieu. Elle dit, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. En sortant, on a commencé les papiers, les évaluations de psychiatre avec la ville. Puis tout de suite, ils m'ont reconnu. Oh, M. Godbout, votre carrière, elle vous détruit plus qu'elle vous fait du bien. 23 novembre 2022, au téléphone, ici Mme Untel de la Ville de Montréal, je vous annonce que vous êtes officiellement retraité pour raison professionnelle. Ça doit être une délivrance? C'est mois pour mois, là, quasiment, c'est 10 ans plus tard. C'est quasiment mois pour mois. C'est dans le fond novembre 2012 versus novembre 2022. Et quelques jours. Oui, quelques jours. Puis... mais ça a dû vous faire du bien, en fait. Ça m'a fait du bien, puis ça m'a fait réaliser, moi, là, l'accompagnement que j'ai eu. Quand j'ai trouvé mon psychiatre au début, ma conjointe avait quelques connaissances dans le domaine, elle m'a accompagné vers des soins. Cette personne-là de la police de Montréal que j'ai rencontrée m'a accompagné vers un processus. Ouais. Tout au long de ma carrière, on m'a accompagné à aller vers les soins parce que moi, tout seul, je l'ai pris le téléphone, je l'ai composé le numéro des ressources, mais je raccrochais. OK. Ça prenait comme juste un petit coup de main, là, juste pour pousser un petit peu, là, pour c'est ça. Tu sais, juste la petite main sur l'épaule, là. Hey, regarde, on va faire ça ensemble. Tu veux-tu, je vais appeler pour toi? Ouais. Je vais m'informer, je vais te dire ce qu'il y en est. Puis s'il y a quoi que ce soit, on va appeler ensemble. Mm-hmm. Ça... C'était confortable, là. C'était une approche qui était confortable pour vous. Ça, là, je pense que quelqu'un, même qui souffre pas, c'est libérateur. Ouais. Hey, on va faire ça ensemble. On se sent soutenu, là, on se sent compris, peut-être. C'est le message que je me sers beaucoup sur les tribunes que je fais ces temps-ci. L'accompagnement des répondants d'urgence vers les soins, c'est primordial. Oui. Est-ce que, c'est ça, vous avez des tribunes, tout ça, radio, télé, etc. Vous parlez peut-être de conférences aussi. Est-ce que vous faites des présentations pour aider les gens peut-être à mieux comprendre les situations comme ça? Il y a quelque chose qui se développe en 2025. OK. Fait que c'est bon. Non, c'est bon, mais déjà, de se servir de ça puis de s'arranger pour justement informer les gens, pour prémunir peut-être, pour prévenir ce genre de situation-là. Oui, puis je trouve ça bien parce qu'il y a déjà des conférences sur la santé mentale. Oui. Moi, c'est OK, ça ressemble beaucoup, mais quand on va creuser vraiment, moi, le gros mot là, en italique gras, là, c'est l'accompagnement. Je veux que ce soit clair chez les corps de métier, des répondants d'urgence, que l'accompagnement de leurs frères, de leurs sœurs de travail, l'accompagnement vers les soins, c'est crucial. Et on parle pompiers, policiers, paramédics, même vous mentionniez, même médecins, infirmières, les gens ou les gens, les militaires. Oui. Il reste moins qu'une minute.
Il y a des ressources intéressantes qu'on peut nommer, je pense, qui peuvent aider des gens. Il y en a 2. Est-ce que vous pouvez nous les indiquer? Les 2 ressources qui m'ont aidé le plus, qui font en sorte que je suis devant vous aujourd'hui. Ouais. La première ressource, La Vigile. Ils sont situés à Québec. Ils sont très faciles à trouver sur Internet. Vous écrivez La Vigile, pas La Vigie, La Vigile. Ressources pour les répondants d'urgence et leurs familles. OK, ça et c'est leurs important. proches. Ouais. Puis, une autre ressource qui est aussi tout près de Québec, qui s'appelle le Centre CASA, avec un programme pour monsieur et madame tout le monde, mais ils ont un programme uniforme, OK. où les gens en uniforme ont des cours puis des temps pour eux, pour pouvoir s'exprimer, parce qu'on vit des choses un peu différentes. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant de vous avoir, Christian Godbout. Je pense qu'on démystifie des choses qui ne sont pas si connues. Puis il n'y a pas tant de choses qui se sont dites là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Puis bonne chance pour la suite. Puis on aura peut-être l'occasion de se reparler éventuellement dans une autre émission. Ben merci à vous. Puis je vous remercie énormément pour la tribune. Merci. Puis bonne suite. Merci. Au revoir. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. De retour au micro avec le sujet débuté plus tôt, la question, en fait, Pierre, êtes-vous influençable? Oui, on a un article de Mme Agnès Bouraya. Tantôt, j'ai dit Agnès, mais c'est Agnès qu'on doit dire habituellement. Oui. OK. Alors, j'espère qu'elle n'est pas froissée. Ben non, j'espère. Si elle nous écoute, on la salue. On la salue bien bas. Alors, cette Mme Bouraya, je vais l'appeler comme ça. Madame Bouraya nous parle des influences et de l'influence des artistes qui, eux, voient le fait d'être influencé pas comme une mauvaise chose nécessairement, en fait, une chose bien naturelle. Ouais. Elle nous dit, un artiste peut s'appuyer sur d'autres grands étayant sa propre œuvre personnelle et sa propre quête. Et qui, de toute façon, reprocherait à un peintre de se dire influencé par Matisse ou par Picasso? L'essayiste Thibaut de Saint-Maurice estime qu'il est impossible de se débarrasser de toute influence. Il suggère d'ailleurs que c'est même une bonne chose. Il disait « Nous ne vivons pas tout seuls sur notre île. Nous sommes influençables et influencés parce que nous avons besoin des autres pour devenir ce que nous sommes. » Et c'est bien logique. Oui, on est tous un peu influencés Oui. et on va finalement influencer des gens aussi. Tu sais, je pense qu'on est tous interreliés là-dessus. Ouais. Oui, sûrement. Le philosophe pense en outre qu'il n'y a pas d'enracinement possible, ni même de vie collective possible, d'appartenance culturelle ou sociale possible, sans influence. Il en conclut, il y a un bon côté à être influençable et à être influencé. C'est que nous apprenons ainsi et que nous recevons des autres autant que nous constituons par nous-mêmes. Dans cette optique, le véritable défi consiste finalement à savoir ce que nous faisons de ces influences qui nous touchent. Fin de l'article. Alors, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet, c'est sur le site iciexploratv.ca, un article qui s'appelle « L'humain est-il irrémédiablement influençable ?» On parle ici de l'émission « Le Gros Laboratoire » qui est diffusée sur ici-tout.tv. Et pour réaliser une expérience, l'équipe de l'émission a demandé à des cobayes de s'asseoir lorsqu'un mot précis serait prononcé plus tard dans la journée par l'animatrice Marie-Pierre Elie. Pour préparer le tout, l'animateur Jean-René Dufort a rencontré 2 groupes de cobayes séparément. Le premier groupe, composé de 80 personnes, a eu pour indication de s'asseoir lorsque le mot « banane » serait prononcé. Le deuxième groupe, constitué de 20 personnes, devait faire la même chose, mais le mot indiqué était pour eux « ballon ». Alors, banane et ballon. Ouais. Alors, le but de ce petit test... Prononce les B. Oui. Alors, le but de ce petit test était de voir combien de personnes du deuxième groupe se laisseraient influencer par celle du premier et se mettraient en position assise avec les 80 autres cobayes lorsque Marie-Pierre Elie prononcerait le mot « banane ». Le résultat a été plutôt surprenant. Malgré quelques hésitations, les cobayes du deuxième groupe n'ont pas du tout suivi la consigne qui leur avait été indiquée. Les 20 cobayes non complices se sont tous assis en entendant le mot « banane ». Ils se sont conformés au comportement des autres à 100%, indique Marie-Pierre Elie lors de l'émission.
Le début est similaire, c'est ça, ça peut créer une confusion. BA, là, ça commence à être les deux de la même façon. Peut-être, oui. Alors, ces gens qui avaient reçu l'indication de s'asseoir lorsqu'ils entendraient le mot ballon ont donc préféré se fier aux autres plutôt que de suivre la consigne entendue par leurs propres oreilles. On a pu constater, une fois de plus, à quel point l'être humain est sensible à la pression du groupe, s'est exclamé Jean-René Dufort. Le résultat de cette expérience vient prouver que les pairs exercent une forte influence sur soi à un point tel qu'on préfère même parfois faire confiance aux autres plutôt qu'à soi-même. C'est sûr qu'on est tous influencés, finalement. Puis même dans les mouvements de foule, des fois, il y a des influences qui se font, on suit, on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Puis, on suit la foule, puis on se dit que ça doit être le bon endroit. Tu sais, l'achat de papier de toilette pendant la pandémie, là, le monde achetait du papier de toilette, puis ne savait pas pourquoi. Il y a comme une influence qui s'est faite, on ne sait pas pourquoi. Je me rappelle qu'il y avait une madame, à la même époque, le début de la pandémie, il y avait une madame qui avait acheté beaucoup de rouleaux de papier de toilette, puis il y avait un intervieweur qui l'interviewait à la TV, puis il lui demandait, mais pourquoi vous faites ça? Elle répondait, elle dit, c'est ça que tout le monde fait. C'est ça. Il doit y avoir une raison. C'est un peu ça l'influence. Ouais. Alors, on a dit pour conclure cet article que la peur du ridicule ou de l'attention, le manque de confiance en soi et le désir d'appartenir à un groupe sont tous des facteurs qui contribuent à renforcer le conformisme des êtres humains. Et plusieurs expériences scientifiques ont été réalisées dans les dernières décennies afin de bien comprendre ce phénomène. Ouais. Fin de l'article. Oui, non, c'est intéressant, mais effectivement, on est influençable, je pense, à plusieurs niveaux, que ce soit positivement, plus négativement, mais je pense depuis toujours. Puis comme tu parlais, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, je pense, les grands créateurs. Il y a toujours quelqu'un qui, finalement, inspire quelqu'un d'autre, influence dans son type, dans sa façon, dans son art. Il n'y a personne qui naît dans le vide, finalement. Non, puis on est une société, donc on évolue, puis éventuellement, on va influencer les gens. On finit par se forger notre propre personnalité, finalement, en étant imprégné d'un peu de tout le monde. Quelques influences. Même des étrangers aussi, parfois. Oui. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Êtes-vous influençable? Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce. Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour la question que tu nous as proposée à l'espresso et l'espresso allongé. Êtes-vous influençable? Finalement, on l'est tous. On l'est tous un peu et on influence des gens. On est influencé par d'autres. Alors, merci pour ça. Notre invité qui est resté une bonne partie de l'émission, Christian Godbout, un ex-policier, nous a bien fait comprendre ce que c'est le rétablissement d'un trouble de stress post-traumatique dont il a été victime. C'était vraiment intéressant de l'avoir avec nous à l'émission. Et c'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.